de type 6 et l'herpès de type 8. Alors, le virus Epstein-Barr, juste un premier mot pour citer son importance médicale. Il faut que vous vous rappeliez que c'est le premier virus qui a été associé à un cancer. Et vous savez qu'ensuite, cette notion a été très importante. L'oncogénèse virale, elle reste toujours très importante. Mais donc, l'Epstein-Barr a été le premier virus qui a été associé à un cancer. Et de façon paradoxale, on ne comprend pas encore vraiment tout à fait complètement le rôle exact du virus dans la genèse du cancer. Alors, ce qui est paradoxal avec ce virus, c'est que c'est un virus extrêmement ubiquitaire, c'est-à-dire que 95% de la population mondiale a rencontré le virus. Et donc, la plupart du temps, ça donne une infection extrêmement bénigne qui donne, quand elle est symptomatique chez les jeunes adultes ou les adolescents, ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Mais en dehors de cette mononucléose infectieuse, le virus est associé au lymphome de Burkitt, à des lymphoproliférations, à des lymphomes de toutes sortes qu'on reverra, et aussi au carcinome du nasopharynx. Alors, un petit rappel historique, je pense que c'est quand même intéressant, ça fixe bien les idées. En fait, le lymphome, ces lymphomes ils ont été décrits par Denis Burkitt, qui était un chirurgien qui travaillait en Afrique dans les années 50. Et il a observé, en fait, sur une large ceinture africaine équatoriale, avec une distribution géographique vraiment très particulière dans les zones chaudes et humides, des enfants, souvent moins de 15 ans, qui avaient ces énormes lymphomes comme ça au niveau des maxillaires. Et comme il y avait cette répartition géographique, il a eu l'idée qu'il pouvait y avoir en fait une cause infectieuse à ce cancer particulier, mais à l'époque, comme on connaissait plus le paludisme que le virus, il a pensé que ça pouvait être éventuellement le paludisme. Et vous allez voir que finalement, le paludisme joue aussi un rôle possible dans la genèse de ce cancer. Alors, on était à la grande époque de la virologie, où on commençait à mettre en culture les virus, on savait les isoler sur des cellules, on avait aussi de la microscopie électronique, et en fait, Denis Burkitt a ramené en Angleterre des tissus lymphomateux cancéreux de ses enfants, et il a demandé à ses collègues, Epstein et Barr, de mettre en culture cellulaire, donc, ces tissus tumoraux. Et en fait, à partir de ces tissus tumoraux, ils se sont rendus compte que les cellules devenaient immortalisées. Ils ont réussi à dériver des lignées continues de lymphocytes B. Et quand ils ont regardé en microscopie électronique, ils ont vu des particules qui ressemblaient en tout point à des particules d'herpès virus, exactement similaires à celles que je vous avais montrées dans le cas de l'herpès simplex. Et donc, ils ont conclu qu'effectivement, ces tissus tumoraux contenaient un herpès qui était possiblement la cause de ce cancer. Alors ensuite, pour en savoir un peu plus, ce qu'on savait faire aussi à l'époque, c'était de la sérologie. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser en fait aux réponses anticorps des sujets dans la population générale pour savoir si ces sujets avaient oui ou non déjà rencontré le virus. Et donc, à partir des tissus, si vous voulez, tumoraux, ils ont fait agir les sérums de différents types de sujets sur ces tissus tumoraux, et ils se sont rendus compte qu'en fait, effectivement, il y avait une réponse anticorps de la plupart de la population adulte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce virus qu'on trouve dans une tumeur et qui est pourtant présent, en tout cas qui a été infectieux chez la plupart de la population? Alors là où il y a eu une révélation, c'est quand en fait ils ont observé de façon tout à fait accidentelle une séroconversion chez une technicienne du laboratoire. Donc cette technicienne du laboratoire travaillait justement sur les tissus et sur les cultures de ces tissus tumoraux. Elle s'abstente du laboratoire et puis elle fait une mononucléose infectieuse, cette maladie tout à fait simple qui était connue de tout le monde, en tout cas sur le plan clinique. Et on analyse son sérum avant la mononucléose infectieuse et après la mononucléose infectieuse, et on se rend compte qu'avant elle était séronégative et après elle est devenue séropositive. Donc il y a une coïncidence, si vous voulez, entre cette séroconversion et la mononucléose infectieuse, d'où l'idée que peut-être ce virus est responsable de la mononucléose infectieuse. Alors bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ensuite, si vous voulez, on s'est rendu compte assez facilement que des lymphocytes B de sujets qui sont séronégatifs, eh bien, en fait, il suffit de les infecter, les inoculer avec du lymphocyte B, ce nouveau virus qu'on a appelé virus d'Epstein et de Barr, ce nouvel herpès virus, et en fait, ces lignées lymphocytaires deviennent immortalisées. Elles acquièrent une propriété, si vous voulez, qui les transforme, qui les rend immortalisées, c'est-à-dire qu'en fait, elles prolifèrent en continu. Et vous savez peut-être qu'encore à l'heure actuelle, quand on veut en fait obtenir des lignées de lymphocytes à partir de sujets X ou Y pour les garder sur le plan, pour faire des études génétiques,
par la suite, eh bien, ce qu'on prend, c'est qu'on prend ces lignées lymphocytaires, on les infecte avec de l'EBV et on les immortalise. Donc c'est resté exactement comme dans les années 60, le moyen le plus simple d'immortaliser ces lignées. Donc c'est un virus qui est répandu dans la population générale, qui est associé de façon apparemment exceptionnelle à des cancers et qui a pourtant la propriété tout à fait caractéristique d'immortaliser des lymphocytes B. Alors, par la suite, ensuite, plusieurs années après, on s'est rendu compte que non seulement ce virus était associé donc, à ces lymphomes de Burkitt et avait cette propriété, mais en plus, il était aussi très fortement associé à des carcinomes du nasopharynx qui ont eux aussi une distribution géographique très particulière parce qu'ils ont une incidence très élevée dans tout l'Est asiatique, l'Asie du Sud-Est. Alors, en fait, quand on reprend les choses maintenant sur le plan biologique, la biologie de l'infection, eh bien, que se passe-t-il dans ces lignées cellulaires, dans ces lymphocytes? Le cycle viral commence par en fait une fixation du virus sur la seule cellule cible qui possède un récepteur, qui est le lymphocyte B. Et le récepteur, c'est le CD21. Donc, après l'interaction avec le récepteur, le lymphocyte B va être activé et il va être immortalisé, d'accord, de cette simple interaction. Et à partir de ce moment où il est immortalisé, le virus va exprimer de façon restreinte certaines protéines virales et certains ARN viraux. Et en particulier, il exprime un ensemble de protéines nucléaires qu'on appelle les EBNA, pour dire Epstein-Barr Nuclear Antigen, donc des protéines qu'on trouve dans le noyau des lymphocytes B, des protéines qu'on trouve à la membrane, qu'on appelle latente membrane protéine, LMP, et puis ensuite une classe d'ARN qui sont en très grande quantité, les ARN Hébert, eux aussi donc dans le noyau des lymphocytes B. Et donc, l'état normal, en fait, de ce lymphocyte B immortalisé, c'est de conserver le génome viral EBV dans un état latent, c'est-à-dire qu'il va exprimer non pas un cycle viral complet, mais un set limité de protéines virales. Et dans cet état-là, le lymphocyte B va rester immortalisé. Alors, de temps en temps, en fait, il peut y avoir induction accidentelle par certains stimuli biologique d'un cycle lytique, un cycle complet, pour que le cycle viral soit complet et entraîne la réplication virale qui va permettre la dissémination du virus à d'autres cellules cibles. Donc il y a à ce moment-là expression de protéines tardives, de capsides, d'enveloppes pour aboutir à un cycle complet. Le virus se réplique, se multiplie et il peut infecter d'autres lymphocytes B. Alors, quelle est la réponse de l'organisme en fait à cette infection? Eh bien, on imagine les choses un peu de la façon suivante. Le virus, on sait qu'il pénètre en fait dans l'organisme par les cellules épithéliales de la muqueuse buccale. Et donc, dans cet épithélium, on ne sait même pas comment d'ailleurs il est capable d'infecter ces cellules parce qu'il n'y a pas de récepteur à l'EBV. Donc, on pense que c'est par un transfert par les lymphocytes. Mais en tout cas, la cible finale, c'est le lymphocyte B. Et à ce moment-là, le lymphocyte B devient immortalisé, le virus persiste sous une forme de génome épisomal latent dans le noyau. Il y a l'expression des EBNA, la forme des petits triangles ici, expression de la LMP, expression des Hébert, et la cellule est immortalisée. Mais ces protéines sont extrêmement immunogènes. Donc le lymphocyte est immortalisé, il va se multiplier, et au fur et à mesure qu'il se multiplie, le génome, évidemment, va se multiplier avec lui. Mais comme je vous l'ai dit, ces protéines virales sont extrêmement immunogènes et ça va entraîner une réponse lymphocytaire T qui, elle, est la source en fait de la réponse du syndrome mononucléosique. D'accord ? Donc, pour contrer cette immortalisation qui pourrait aboutir à un lymphome mortel pour le patient, la réponse de l'organisme, c'est d'élaborer une énorme réponse lymphocytaire T pour détruire ces lymphocytes B. Donc vous imaginez un petit peu, ça c'est vraiment juste schématique pour le garder en tête, une espèce de guerre civile entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. J'avoue que c'est comme ça que je l'avais appris moi, j'avais trouvé cette image extrêmement parlante, jusqu'à aujourd'hui elle m'est restée. Donc vous imaginez qu'en fait chez un individu qui est immunocompétent, qui a des très bonnes réponses immunitaires, la réponse lymphocytaire T va être suffisante en fait pour combattre cette lymphoprolifération, pour empêcher qu'elle s'expande de façon incontrôlée, et donc ça va permettre simplement la persistance d'un petit nombre
de lymphocytes B qui sont immortalisés, mais qui restent en gros bien contrôlés. Et vous imaginez en fait qu'à tout moment, si la réponse lymphocytaire T diminue chez un sujet, pour une raison X ou Y, n'importe quelle cause de déficit immunitaire T va en fait favoriser cette expansion des lymphocytes B. Et c'est dans toutes ces circonstances-là qu'on va voir apparaître toutes ces lymphoproliférations et ces lymphomes chez les sujets immunodéprimés. Donc en gros, un virus qui reste bénin chez les sujets immunocompétents, mais qui va devenir source de cancer ou de lymphoprolifération chez des sujets avec un déficit immunitaire T. Donc ça, c'est le schéma général. Donc maintenant, sur le plan de la physiopathologie, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc il y a un contrôle qui reste en principe permanent pendant toute la durée de vie de l'individu. Et puis, en fait, le virus va aussi pousser la différenciation de lymphocytes B mémoire qui contiennent le BV épisomal. Et puis dans les organes lymphoïdes secondaires, de temps en temps, il va y avoir des phases de lymphoprolifération avec des phases de réactivation de production virale qui vont être contrôlées en permanence. Et donc vous imaginez des épisodes d'excrétion virale asymptomatique avec un contrôle permanent qui vient pour contenir cette production et cette lymphoprolifération pour empêcher qu'elle devienne incontrôlable. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un virus extrêmement ubiquitaire. On pense que sur toute la surface du globe, plus de 95%, je dirais c'est 98% de la population à l'âge adulte est infectée. C'est un virus qui a comme seul réservoir l'homme, il est fragile, comme tous les herpès, donc ça nécessite une transmission vraiment très étroite. C'est en fait les contacts salivaires, vous savez, c'est la maladie du baiser. Et en fait, après la primo-infection, on sait que l'excrétion reste très prolongée dans la salive des individus pendant plusieurs mois. Il y a eu des tas d'études fameuses faites chez les étudiants qui sont sur les bancs de la faculté. Ils arrivent à la faculté, ils s'infectent par le BV et on regarde combien de temps ils excrètent le virus. Vous allez voir des courbes. Ça dure pendant au moins 6 mois. Donc ça, c'est le mode de contamination le plus fréquent quand même. Mais comme c'est un virus qui reste dans les lymphocytes B, on peut imaginer une contamination iatrogène par transfusion de cellules sanguines. Alors évidemment, dans la plupart des cas, comme les gens sont tous quasiment protégés, il est rare que cela survienne chez un sujet séronégatif, mais enfin, ça peut arriver. Et enfin, c'est également possible par des greffes d'organes ou de tissus. Alors sur le plan du pouvoir pathogène, quand on est immunocompétent, souvent, d'ailleurs, il n'y a aucun signe chez l'enfant ou chez l'adulte, chez l'adolescent, mais ça peut donner une mononucléose infectieuse qui a comme signes les plus classiques une fièvre élevée et une angine très marquée avec des adénopathies cervicales, une splénomégalie, et puis quelque chose qui est assez typique, c'est quand on donne des antibiotiques, de l'ampicilline en particulier, à ces sujets parce qu'on pense que c'est une angine bactérienne, et bien il y a une espèce de rash cutanée en fait qui survient. Donc sur le plan biologique, les deux faits marquants, c'est le syndrome mononucléosique qui est fait en fait de lymphocytes donc hyperbasophiles qui sont des lymphocytes T. Retenez bien que ce ne sont pas des lymphocytes B qui prolifèrent. Le syndrome mononucléosique, c'est la réponse T, CD8 activée. Et puis, il y a souvent une cytolyse hépatique avec une petite élévation des transaminases. Donc, c'est rare qu'il y ait des complications, mais elles peuvent exister. C'est parfois un purpura. C'est rarement une encéphalite ou une myélite, mais retenez qu'il y a quand même des complications qui sont encore mal comprises à l'heure actuelle, des encéphalomyélites aiguës, et puis il y a tout un lien qui n'est pas très clair encore à l'heure actuelle entre ces encéphalomyélites et la sclérose en plaques, et vous savez que peut-être que le BV a été aussi beaucoup incriminé dans la sclérose en plaques sans qu'il y ait de preuves à l'heure actuelle, mais on en aura peut-être plus d'arguments dans les années qui viennent. Voilà. Et puis il y a des complications qui sont donc des absences en fait de contrôle par les lymphocytes T quand il y a des déficits qui sont parfois d'ailleurs révélés par la mononucléose infectieuse avec des syndromes hémophagocytaires. Alors, dans ce diagnostic, vous savez, dans un syndrome mononucléosique, en fait, il y a quelques causes virales à évoquer, en particulier CMV, je pense que vous l'avez vu, VIH aussi. Donc CMV, VIH, EBV, et puis aussi une autre cause non virale, la toxoplasmose. Le diagnostic est très simple par la sérologie, qui n'est pas toujours indispensable, mais enfin qui montre en fait les éléments suivants quand on la pratique. Donc l'apparition d'abord d'IgM qui sont dirigés contre. Alors là, il faut connaître un petit peu cette sérologie. Il y a plusieurs types d'IgG et d'IgM qu'on peut rechercher. Donc d'une part, les IgM dirigés contre les antigènes de capside virale, capside antigène, VCA, qui apparaissent les premiers
dans les 10-15 jours après le début de la maladie et qui vont disparaître, en à peu près 2 à 4 mois ou plus. Et puis, secondairement, donc l'apparition des IgG, qui peut être un peu retardée, ces IgG dirigés contre les antigènes de capsid, là encore, c'est important. Et puis, de façon beaucoup plus retardée, pour une raison qu'on n'explique pas bien, des IgG dirigés contre les fameux EBNA, les antigènes nucléaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contribuent à l'immortalisation des lymphocytes. Donc, en gros, si vous voulez, au moment de la phase aiguë de la maladie, vous avez beaucoup de virus dans les cellules épithéliales, vous avez beaucoup de virus dans la salive, vous voyez que ça ne disparaît qu'au bout de 6 mois quasiment. Vous avez aussi une virémie EBV qui est élevée et qui va disparaître elle aussi en 2 à 4 mois, dans la plupart des cas. Et puis le premier marqueur, ce sont les IgM-VCA, deuxième marqueur IgG-VCA, et de façon très retardée, les IgG-EBNA. Ça veut dire que ces IgG-EBNA sont vraiment un marqueur de l'ancienneté de l'infection par le BV. En gros, si au moment d'un syndrome mononucléosique, vous êtes déjà en présence d'IgG-EBNA dans les premiers jours de la maladie, vous pouvez exclure complètement qu'il s'agit d'une primo-infection Epstein-Barr, parce que ce marqueur n'apparaîtra que de façon retardée. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant pour marquer l'ancienne. Il n'y a pas tant de marqueurs sérologiques qu'on peut utiliser sur ce plan-là. Donc maintenant, le pouvoir pathogène, bien sûr, est beaucoup plus élevé chez les patients qui sont immunodéprimés. Donc, c'est en fait toute la problématique des syndromes lymphoprolifératifs qu'on voyait auparavant liés au chromosome X, en fait. Donc, c'était des enfants, donc des garçons, hein, qui, lors d'une primo-infection EBV, faisaient une infection chronique, c'est-à-dire incapables de contrôler cette lymphoprolifération. Ça entraînait le décès dans 2 tiers des cas, parfois des lymphomes non hodgkiniens, une aplasie. Et en fait, on a petit à petit identifier en fait des défauts génétiques qui sont tous en fait qui ont tous comme cible les fonctions effectrices des lymphocytes T cytotoxiques. Si ces lymphocytes T cytotoxiques ne sont plus capables d'effectuer leur fonction, alors donc il y a cet emballement de la lymphoprolifération liée au virus. Alors ce qu'on trouve chez des patients qui ont des déficits innés génétiques, eh bien on le trouve également chez des patients qui ont des déficits acquis. Les transplantés, les patients immunodéprimés au long cours, tous ces patients-là ont un risque beaucoup plus élevé que les autres de faire des proliférations lymphoïdes, un risque qui a été mesuré, vous voyez, à peu près à 30 à 50 fois plus que la population générale. Donc voilà, en fait, c'est lymphoprolifération par manque de contrôle du lymphocyte T. Puis maintenant, on va en revenir au lymphome de Burkitt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lymphome de Burkitt? C'est une prolifération monomorphe lymphoblastique B. Et en fait, on a fini par comprendre que le marqueur vraiment du lymphome, ça n'est pas l'infection par le BV, mais c'est une altération en fait chromosomique, une translocation chromosomique qui, en gros, entraîne une suractivation du sémique, de l'oncogène sémique, qui va être sous contrôle des promoteurs, soit des chaînes lourdes, soit des chaînes légères, des immunoglobulines. Ça dépend en fait où se passe la translocation, 8-14, 8-2, 8-22. En tout cas, ça entraîne une hyperactivation de cet oncogène sémique. Et en fait, de façon très curieuse, on s'est rendu compte secondairement aussi que l'association à l'EBV, elle est variable. C'est-à-dire que dans les pays, justement, enfin en Afrique en tout cas, là où la tumeur avait été initialement mise en évidence, les tumeurs maxillaires de l'enfant sont associées à l'EBV dans la quasi-totalité des cas. Il y a quand même d'autres régions d'incidence plus faible qui ont exactement les mêmes lymphomes de Burkitt, en fait, sur le plan, en tout cas, cellulaire et tissulaire, donc là, avec une association qui est beaucoup plus faible. Donc quel est le rôle de l'EBV finalement qu'on avait cru être l'élément déclencheur du lymphome? Eh bien, il y a encore finalement beaucoup de controverses à ce sujet à l'heure actuelle, mais on pense que finalement le rôle de l'EBV n'aurait été qu'un rôle, enfin un second rôle si vous voulez, qui permet simplement d'immortaliser une population qui a été transformée initialement à cause de cette translocation. Et donc le BV va se surajouter comme un élément secondaire pour permettre l'immortalisation de cette population cellulaire. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on découvre un virus à l'occasion, dans un cancer, on se dit tiens, ce virus est la cause du cancer, et puis quand on remonte finalement l'histoire biologique, on se rend compte que finalement c'était peut-être qu'un accident,
ce virus, il a un rôle possible, mais ça n'était pas celui qu'on imaginait initialement. Alors pourquoi est-ce qu'on parlait du paludisme aussi ? Je vous avais dit que le paludisme pourrait peut-être bien avoir un rôle aussi dans ces tumeurs de burkitte africaine, et c'est parce qu'en fait, on pense que chez ces enfants, le paludisme va concourir aussi à faire baisser les défenses immunitaires. Ils sont complètement épuisés sur le plan immunitaire, et donc à la faveur de l'infection EBV, si vous voulez, à ce moment-là, il y aura en plus une plus grande facilité pour les cellules transformées d'échapper au contrôle des lymphocytes. Alors maintenant, les autres pathologies lymphomateuses, eh bien, c'est essentiellement chez les sujets infectés par le VIH. On se rend compte donc que ces lymphomes non-hodgkiniens sont beaucoup plus élevés leur incidence est beaucoup plus élevée que chez les autres sujets, et ça peut être toutes sortes de lymphomes. Alors là, moi, je ne suis pas une spécialiste d'hématologie, donc je vous demande de vous rapporter à vos cours d'hémato, mais des lymphomes immunoblastiques à grandes cellules, des lymphomes primitifs des séreuses, des lymphomes cérébro-primitifs ou des Hodgkin avec des formes disséminées, tous ces lymphomes-là sont beaucoup plus fréquents chez ces patients et associés très majoritairement au VIH. Alors en fait, ça entraîne toutes sortes de lymphomes. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que selon le type de lymphome, eh bien, on a différentes cellules, donc, qui sont les cellules transformées. Et en fait, le type de latence EBV qu'on trouve dans ces cellules varie en fonction du stade de différenciation des lymphocytes. Alors en réalité, ce qu'on commence à comprendre maintenant, c'est que ce stade de différenciation, donc en fait, il suit évidemment cette stimulation antigénique. On passe des cellules T naïves aux cellules B activées, aux cellules du centre germinatif, aux cellules B mémoire, repos, qui vont ensuite se diviser. Et bien dans tous ces types de cellules, quand elles se transforment, quand elles vont entraîner les différents types de prolifération lymphoblastoïde, Hodgkin ou Burkitt, on observe des stades de latence différents. Donc le premier stade de latence, c'est celui que je vous avais décrit dans les cellules lymphocytaires B qui sont immortalisées. Dans ce latence de type 3, ça comprend l'expression complète du cycle de latence avec toutes les EBNA, les LMP et les EBER. Mais ce que je vous avais dit, c'est que ces protéines sont très stimulantes pour l'immunité. Donc en fait, ça, on le voit essentiellement, donc ces proliférations lymphoblastoïdes, chez les sujets qui sont immunodéprimés sur le plan T. Dans les autres types de lymphoprolifération, dans le Hodgkin par exemple, eh bien, on a une latence qu'on appelle latence de type 2, dans laquelle on a juste l'expression de un des antigènes EBNA nucléaires, les antigènes LMP 1 et 2, et ça c'est la latence de type 2, qui est moins immunogène. Et puis il y a ici dans les cellules B, repos, mémoire, donc une latence de type 0 dans laquelle il n'y a plus aucune expression virale, il y a juste la persistance du génome épisomal. Et puis ici, dans le Burkitt, on observe la latence de type 1 avec une expression qui est uniquement restreinte à l'expression d'un seul antigène nucléaire, l'EBNA1, dont on pense qu'il permet la persistance, l'accrochage en fait du génome viral au chromosome cellulaire, et il permet donc la persistance de ce génome et la division cellulaire et virale. Donc ça, c'est vraiment, c'est encore en cours d'exploration, en fait, toute cette différenciation des différents stades. Retenez simplement qu'il y a différents stades de latence en fonction des différents types de lymphoprolifération. Et enfin, maintenant, dernier cancer pour lequel il y a encore beaucoup de travaux, parce que tout n'est pas compris, c'est le carcinome du nasopharynx. Alors ce carcinome, il est surtout élevé, comme je vous l'ai dit, en Chine du Sud, mais aussi en Afrique du Nord et au Groenland. Et là, on pense qu'il y a à la fois des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement, en particulier l'alimentation avec la consommation de poissons séchés qui a été beaucoup incriminée. Ce qui est clair, c'est que ce carcinome qui est extrêmement invasif est associé à EBV dans 100% des cas. C'est un cancer très envahissant qui entraîne donc un envahissement au niveau de la base du crâne avec une atteinte neurologique, et il est en plus marqué par donc une réaction sérologique très impressionnante dirigée contre le virus, qui donne quand même un argument très fort pour la responsabilité du virus dans le déclenchement du cancer, avec des taux d'IgG extrêmement élevés contre les antigènes viraux de capside,
contre les antigènes nucléaires, EBNA, et aussi la présence d'IgA sécrétoires dirigés contre le VCA. Alors aussi, ça c'est assez intéressant parce que on ne peut pas dire qu'on peut faire le diagnostic du carcinome simplement sur une sérologie, mais presque. C'est-à-dire que c'est vraiment un argument extrêmement élevé pour dire que le cancer est associé au virus Epstein-Barr. Mais alors les mécanismes actuels, on ne les connaît pas bien, il y a énormément de travaux et je ne vous surprendrai pas en vous disant que les travaux sont essentiellement issus d'équipes chinoises qui sont particulièrement intéressées. Il n'y a pas eu beaucoup faut reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux en Europe de l'Ouest sur le carcinome du nasopharynx avant que les Asiatiques s'emparent du sujet parce que ça les touchait de façon très proche. Voilà. Donc sur le plan du diagnostic indirect, c'est assez simple le diagnostic de l'EBV. Bon, c'est une sérologie spécifique. Donc ce qui est vraiment très simple, c'est le diagnostic d'une primo-infection EBV. Si on vous pose la question, c'est simplement pour vous dire que, bon, bien sûr, la présence d'IgM-VCA est un argument très fort pour dire qu'il s'agit d'une primo-infection, mais vous vous rappelez, dans tous les herpès virus, les IgM ne sont pas des marqueurs stricts. Mais le marqueur très strict, c'est la présence d'IgM et l'absence d'IgG anti-EBNA, avec la présence d'IgG-VCA. Donc l'absence d'IgG-EBNA vous garantit qu'il s'agit d'une infection récente à EBV. Maintenant, deuxième caractère à bien reconnaître, la présence d'IgG-EBNA, c'est le corollaire de ce point-là, c'est la marque d'une infection ancienne. Voilà, il suffit que vous sachiez ça. IgG-EBNA égale. Donc pour faire une sérologie EBV à l'heure actuelle, pour savoir si un sujet est infecté, a déjà été infecté, il suffit de demander IgG anti-EBNA. Vous êtes persuadé qu'il a déjà été en contact avec le virus. Et maintenant, dans le carcinome du nasopharynx, je vous avoue qu'on ne fait pas beaucoup le diagnostic ici, mais je pense que dans d'autres pays, ça se fait beaucoup. Eh bien, on utilise vraiment cette réponse sérologique très élevée, IgG-VCA élevé, IgG-EBNA et IgA-VCA. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme diagnostic direct ? Donc, ce qui est important, mais c'est surtout pour les anatomopathologies, en fait, les hématologistes, c'est de regarder dans les tissus pathologiques l'expression des antigènes de latence pour pouvoir définir à quel type de profil correspond telle lymphoprolifération pour les classer. Mais en virologie, la plupart du temps, ce qu'on nous demande de faire, c'est PCR, en gros, dans le sang circulant, pour quantifier dans les lymphocytes périphériques la présence du génome EBV. Dans quel cas ? Eh bien, en fait, dans toutes les circonstances où on craint une lymphoprolifération. Et donc, on veut surveiller s'il y a une lymphoprolifération. Comme je vous rappelle que chaque lymphocyte B contient du génome EBV épisomal, eh bien, en mesurant la charge virale dans les lymphocytes, eh bien, on saura s'il y a une expansion aussi de cette lymphoprolifération. Donc chez les patients qui sont greffés de moelle essentiellement, qui ont une déplétion en cellules T, les transplantations d'organes riches en lymphocytes B, eh bien il y a des suivis réguliers, quasiment, alors moi je ne sais pas, les fréquences ça dépend un peu des sites, mais ça peut être jusqu'à hebdomadaire, pour essayer en fait de déceler l'apparition d'un seuil au-dessus duquel il va falloir intervenir pour réduire l'immunodépression, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire finalement. Il faut restaurer la réponse lymphocytaire T, c'est le meilleur moyen pour contrer la lymphoprolifération. Alors, quels sont les principes de traitement ? Finalement, encore comme je vous l'ai dit, c'est restaurer l'immunité surtout. Et sinon, s'il faut utiliser une chimiothérapie, ça sera une chimiothérapie à type cytotoxique, anti-CD20, pour essayer de détruire ces lymphocytes B qui prolifèrent. Alors la question, évidemment, qu'on pourrait vous poser, c'est et les antiviraux ont-ils un rôle ? À votre avis, est-ce qu'ils auraient un rôle, les antiviraux, anti-herpès ? Quand bien même ils pourraient agir sur la réplication virale, je vous rappelle que la lymphoprolifération est liée à la latence du virus, et donc il n'y a pas de réplication virale, et donc il n'y a aucun effet des traitements anti-réplication virale. Donc encore une fois, la seule chose qu'on puisse faire, c'est restaurer l'immunité. Quand vous avez bien compris la physiopathe, c'est pour ça que la guerre civile, c'est amusant, si vous avez compris la physiopathe, restaurer l'immunité T, éventuellement agir par chimiothérapie, et aucun rôle des antiviraux qui sont inactifs évidemment sur les formes latentes. Est-ce que ça va, c'est clair ? Voilà, donc après, alors HHV6 et HHV7, on va surtout parler d'HHV6. HHV6. Quelques mots sur l'importance médicale. Ce sont des virus découverts bien plus récemment, en 86 et 90, qui sont beaucoup plus proches du cytomégalovirus, en fait, que vous avez vu,
et qui sont extrêmement ubiquitaires. Là aussi, on suppose que la majorité de la population, peut-être 95%, est infectée à l'âge adulte par ces virus. Et à l'heure actuelle, que connaît-on vraiment de leur pouvoir pathogène? Moi, je vous dirais deux choses. Le HHV6, d'abord, c'est associé à une maladie extrêmement bénigne, fréquente, classique, pédiatrique, que vous rencontrerez tous, qui s'appelle l'exanthème subite, qui est une maladie éruptive infantile bénigne, qui est vraiment caractéristique sur le plan clinique. Voilà, donc on va la décrire. Et deuxième chose, c'est associé à des infections opportunistes chez les immunodéprimés, mais à l'heure actuelle encore, c'est mal connu parce que c'est souvent associé au CMV. C'est souvent les mêmes formes cliniques, les mêmes complications qu'on voit associées au HHV6 et au CMV. Et on a beaucoup de mal encore à l'heure actuelle à discriminer la responsabilité de l'un et de l'autre. Les traitements sont quasiment les mêmes de toute façon, mais on n'a pas suffisamment encore avancé dans la compréhension de ces affections. Alors, qu'est-ce que c'est comme virus? En fait, sachez qu'il y a deux variants A et B de HHV6, que le HHV7, il y en a un seul type avec une très grande conservation, et on va encore une fois surtout parler de HHV6. In vivo, le HHV6, il infecte exactement les mêmes cellules que le CMV, les cellules épithéliales, salivaires, rénales, les hépatocytes. Et in vitro, il a la particularité d'infecter les lymphocytes TCD4. Et en fait, c'est même comme ça qu'il a été découvert, ce virus, parce qu'en fait, c'était dans une culture qui était de lymphocytes TCD4 qu'on cherchait à infecter par le VIH, et on a vu apparaître un effet cytopathique qui était un peu différent, qui était un peu particulier, et qui a mené justement à la découverte de ce nouveau virus, qui était un virus qui n'avait rien à voir avec VIH et qui était HHV6. Donc in vitro, il infecte les lymphocytes TCD4, les monocytes macrophages comme le CMV, les lignées gliales, hépatocytaires, mégacariocytaires, fibroblastes, vraiment comme le CMV. HHV7, je vous en dirai juste un mot, parce que franchement, on ne le voit jamais en pratique clinique. Il infecte lui aussi les lymphocytes TCD4, les monocytes macrophages et les cellules épithéliales salivaires. Alors, c'est des virus qui, comme le CMV, sont transmis par la voie salivaire. Donc, ils restent, comme tous les herpès virus, latents pendant toute la durée de vie de l'individu. Ils se réactivent occasionnellement et de temps en temps, il y a des excrétions salivaires. Donc, de temps en temps, vous excrétez et vous contaminez l'entourage. Alors, la primo-infection. Alors là, vraiment, c'est l'histoire à bien reconnaître. C'est l'exanthème subit. C'est tellement classique, on en voit tout le temps en pédiatrie. Donc, c'est une infection qu'on voit survenir à partir de l'âge de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Voilà, parce qu'ils perdent les anticorps maternels. Et c'est vraiment tellement caractéristique. Je peux vous dire, moi, j'en ai vu 3 fois personnellement, et j'en ai vu des dizaines de fois cas rapportés. C'est toujours la même histoire. Donc, ce sont des fièvres en plateau à 40 qui dure pendant 48 à 72 heures, que rien ne peut faire céder. Hein, même, vous pouvez mettre le Doliprane, l'aspégique, etc., il ne se passe rien. Mais malgré cette fièvre à 40, il y a une conservation parfaite de l'état général. Il n'y a aucun autre signe d'accompagnement, ni rhinorrhée, ni ce qu'on veut, etc. Et puis, au bout de 3 jours, une défervescence vraiment brutale, à 37 degrés, et à ce moment-là, donc ça tombe de 40, c'est resté à 40 en plateau, vous n'avez rien pu faire, vous avez juste patienté, il faut savoir patienter, ça chute à 37 degrés, et à ce moment-là, il y a une éruption très fugace qu'on voit apparaître sur le cou, sur le tronc, qui va durer 1 ou 2 jours. Et dans la plupart des cas, ça s'arrête là. Exanthème subite. Voilà, donc vous avez rassuré les parents, c'est simple. Alors, parfois, ça se complique avec des convulsions. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que les convulsions, c'est simplement lié à la fièvre, ou est-ce que c'est lié à l'invasion par le virus du système nerveux? C'est une question qui se pose encore. En tout cas, ce qui est très particulier, c'est qu'on voit beaucoup plus de ces convulsions et parfois même des véritables encéphalites, encore une fois dans les pays du Sud-Est, ce qui fait qu'en Asie du Sud-Est, on pense qu'il y a vraiment une susceptibilité génétique particulière dans ces populations qui les rend plus en fait, sensibles au HHV6. Ça va rarement plus loin, hépatite, etc. Bon, syndrome mononucléosique, on peut voir ça. Donc la plupart du temps, c'est une maladie donc tout à fait bénigne. Ça occasionne quand même beaucoup de ponctions lombaires, je peux vous dire. Donc on reçoit beaucoup de ponctions lombaires pour ces exanthèmes. La PL est complètement normale, il n'y a rien du tout dedans. Et en fait, il y a juste une fièvre à 40, une réaction probablement cytokinique très élevée dans tout l'organisme qui va peut-être contribuer aux convulsions. Voilà. Alors ensuite, maintenant, réactivation et infection chronique, on les voit chez les patients immunodéprimés, et on voit, comme avec le CMV exactement, des pneumopathies, des encéphalites, des rétinites, des retards de prise de greffe. Et en fait, toute la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est souvent associé au CMV, qu'on a bien du mal à distinguer la responsabilité de chaque virus.
Alors, le rôle dans la sclérose en plaques, alors là aussi, c'est aussi une question qui a été longtemps posée. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais sachez, vous le verrez peut-être dans la littérature, que le rôle du HHV6 a été incriminé dans la sclérose en plaques. Alors, diagnostic, comment fait-on le diagnostic? À l'heure actuelle, plus personne ne fait de sérologie HHV6. C'est très difficile. En fait, les laboratoires qui l'avaient mis en place ont finalement abandonné. Ça n'a pas beaucoup d'indications. Il y a beaucoup de réactions croisées avec le CMV. Et en fait, ce qui nous reste, c'est le diagnostic direct par PCR, PCR quantitative dans le sang, pour arriver à définir des seuils qui différencieraient la latence, au cours de laquelle, en principe, on ne détecte pas de génome viral, et puis une infection active. Alors, il y a juste, en fait, une petite subtilité à connaître avec le HHV6 qui n'existe que pour ce virus herpès-là. C'est que c'est un virus qui, dans 1% de la population, est capable de s'intégrer dans le génome humain. Et en fait, parfois, on observe dans le sang circulant de certains patients chez lesquels on recherche le HHV6, des taux extrêmement élevés, des charges virales extrêmement élevées, mais en fait qui correspondent à la présence d'un génome viral par cellule. D'accord ? Et en fait, on sait à l'heure actuelle qu'il y a donc des sites d'intégration au niveau de l'extrémité des télomères. Et donc, il y a 1% de la population qui contient comme ça dans son génome le génome HHV6 qui reste intégré, et on ne sait plus après différencier bien sûr ce qui est une infection active de ce qui est une persistance à l'état latent. Et donc il y a beaucoup de questionnements à l'heure actuelle sur la possibilité de réactivation à partir du génome latent qui lui aussi entraînerait des maladies, mais enfin pour l'instant, en fait, on n'en a pas la preuve directe. Donc retenez vraiment, c'est la seule difficulté, la seule subtilité. En tout cas, à chaque fois qu'on voit des taux d'HHV6 très élevés, en gros à 5-6 logs par ml, il faut se poser la question d'une intégration. Et comment est-ce qu'on met en évidence une intégration? Si c'est intégré, c'est dans toutes les cellules de l'organisme. Donc qu'est-ce qu'on prend comme cellules? Des cellules dans lesquelles on ne trouve jamais normalement le génome viral, puisqu'il est principalement dans les cellules épithéliales et lymphocytaires. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme cellules pour... à votre avis? Voilà. Et donc, en fait, tout simplement, on prend un bulbe pileux. Il y a beaucoup de cellules. Et en fait, il suffit de prendre ce génome à partir de ce bulbe. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a aussi présence de génome viral, ce qui est tout à fait inhabituel pour un virus qui a un tropisme pour les lymphocytes ou cellules épithéliales excrétrices. Voilà. Voilà. Donc, retenez en gros cette petite particularité. 1% de la population seulement, hein. Alors évidemment, si c'est 1%, c'est transmissible, hein, de la mère à l'enfant. Ou du père à l'enfant d'ailleurs. Alors HHV8 maintenant, on va voir aussi. Alors ça, c'est un virus qui a été découvert encore plus récemment, en 1994. Et lui, en fait, c'est un nouveau gamma herpès virus, c'est un virus herpès lymphotrope. Il n'est pas du tout ubiquitaire, celui-là, en revanche. Il est plutôt rare même en Europe et en Occident. Et là encore, ça a été la découverte d'un virus associé à un cancer. Et c'est un virus qui a été associé à la maladie de Kaposi, à la maladie de Castleman et au lymphome primitif des séreuses. Alors, juste le petit schéma pour vous rappeler ce que c'était que les alpha-herpès, les bêta-herpès et les gamma. Donc les bêta 6 et 7 sont proches du CMV et le Kaposi, là, HHV8, est proche de l'EBV. Alors là aussi, c'est une histoire intéressante parce que ça a été en fait, je vous avais raconté que le BV, ça a été une découverte un peu fortuite finalement, hein. C'est un chirurgien génial qui se pose des questions, qui donne un tissu à ses collègues pour le mettre en culture. Là, ça a été vraiment beaucoup plus rationnel. En fait, la maladie de Kaposi, elle était décrite depuis le milieu du 19e siècle. Elle a été décrite par un dermatologue allemand, hein, Moritz Kaposi, en fait, qui a décrit, il était hongrois, je crois, je ne sais plus, ou allemand, enfin en tout cas Autriche-Hongrie, dans ces coins-là. Et donc, en fait, il a décrit cette maladie, en fait, qui étaient des lésions dermatologiques que vous voyez représentées ici, qui sont sous forme de plaques ou de nodules, et qui sont des cancers, on le sait maintenant, des cellules endothéliales, avec une néo-angiogénèse, en fait, une prolifération de la paroi vasculaire et des infiltrats lymphoplasmocytaires avec des cellules, comme on appelle là ici des spindle cells. Alors en fait, à l'époque, il y avait plusieurs types de maladies de Kaposi. Donc il avait décrit, lui, en Europe, une maladie qui était assez sporadique, hein, peu fréquente. Et puis on s'est rendu compte que dans le pourtour de la Méditerranée et en Afrique, elle était beaucoup plus endémique que ça. Et puis là où il y a eu une espèce de révélation, c'est qu'en fait, au moment de l'épidémie de VIH, il y a eu une explosion de ces maladies de Kaposi.
D'accord ? Et qui dit explosion d'une maladie au cours d'un déficit immunitaire fait penser à une cause infectieuse ou virale. D'accord ? Et d'autre part, on a vu également cette maladie iatrogène chez des patients qui étaient immunodéprimés et transplantés. Donc l'association, si vous voulez, d'une maladie qui est une maladie de prolifération cancéreuse, qu'on voit survenir chez des patients qui sont immunodéprimés, ça entraîne une grosse suspicion du rôle d'un agent viral qui ne serait pas contrôlé par une réponse immune. Et là, il y a eu donc une équipe de chercheurs assez géniaux qui ont fait un pari fou. Ils se sont dit, il y a un virus dans ces lésions, on va trouver le virus. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des tissus cancéreux d'un patient, et ils ont dit, le virus est là-dedans, et dans le tissu sain à côté, il n'est pas là. C'était un pari. Le virus n'est que dans la lésion, il n'est pas dans le tissu à côté. Donc ils ont pris les tissus sains et cancéreux et ils ont fait ce qu'on appelle en fait de l'analyse de représentation différentielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont extrait finalement tout le génome du tissu d'un côté et de l'autre, et ils se sont dit en fait on va hybrider les deux. Et tout ce qui ne va pas être hybridé, c'est-à-dire qui ne va pas être commun, ça va être du génome exogène d'un agent infectieux. Et donc bingo, d'abord ils avaient parié que ça serait de l'ADN. Ils ont dit c'est un génome ADN, ils ont fait un pari fou, ils ont eu raison, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont réussi à récupérer au départ 2 petites séquences de 300 à 400 paires de bases, qui est quand même assez incroyable. Et ils se sont dit, c'est curieux parce que ça ressemble vraiment à des gènes de l'Epstein-Barr. Et donc, à partir de ces petits fragments de gènes de l'Epstein-Barr, ils ont réussi à remonter sur tout le génome viral pour reconstituer le génome entier du virus HHV8. Je vous rappelle qu'à partir de 300 paires de bases, ils sont quand même remontés à un virus qui fait plus que 150 000 paires de bases. Hein. Donc c'était un assez joli tour de force, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était un génome vraiment homologue à l'EBV, mais qu'en plus, il avait piraté des tas de gènes qui étaient homologues de gènes cellulaires qui sont impliqués dans la différenciation, dans le cycle cellulaire, dans l'apoptose et dans la réponse immune. En fait, il y a des gènes qui sont des inhibiteurs de suppresseurs de tumeurs, des gènes qui sont impliqués dans des homologues de la cycline cellulaire, des homologues de l'interleukine 6. Donc en fait, c'est la variante V, si vous voulez, virale de ces gènes-là. Et donc, tous ces gènes, probablement, ont un rôle dans cette inflammation, cet infiltrat lymphoplasmacytaire, et puis la prolifération. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On fait de la séroprévalence, on recherche dans la population qui a déjà été infectée. On se rend compte que c'est très variable selon la géographie. En Europe du Nord, comme je vous l'ai dit, de l'Ouest en tout cas, c'est assez faible, c'est 2 à 5% seulement. Et en Italie, il y a un gradient nord-sud, et puis en Afrique, c'est 30 à 50%. Donc vous voyez, il y a vraiment un gradient du sud au nord avec une prévalence qui est au maximum de 50%. La transmission est sexuelle et salivaire, et dans les régions d'endémie, en fait, on observe qu'elle est vraiment horizontale. Elle peut se faire d'enfant à enfant, elle est verticale aussi, elle peut se faire de mère à enfant. Et y a-t-il un risque iatrogène ? Oui, en principe, mais en pratique, c'est extrêmement faible. Il y a une faible transmission, heureusement, par les produits sanguins, la bile, les dérivés du sang et les dons d'organes. Alors voilà une petite carte géographique pour vous montrer en 2010 quelle était la prévalence en fait la séroprévalence du virus et puis l'incidence de la maladie de Kaposi. Et donc le pouvoir pathogène, c'est ça, c'est de donner d'une part des maladies de Kaposi. Alors là, l'association avec le virus, elle est de 100%. Hein. C'est pas comme le burkitt qu'on avait découvert en 64. L'association, elle est constante avec le HHV8 dans le tissu tumoral. En effet, comme l'avaient parié les découvreurs du virus, le virus est toujours présent. Et dans les lymphocytes du sang circulant, il est présent aussi dans la moitié des cas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la virémie est un reflet de la masse tumorale et que si cette virémie augmente, eh bien, ça serait aussi un facteur prédictif de la survenue de la maladie de Kaposi chez les patients qui sont immunodéprimés. Donc, en dehors de cette maladie de Kaposi, le lymphome B des séreuses, donc c'est un lymphome, une lymphoprolifération B, qui siègent dans les séreuses, la plèvre, le péricarde et le péritoine, qu'on voit essentiellement chez les patients VIH au stade SIDA. Et c'est très souvent présent en même temps que l'EBV, mais il y a une réplication massive de HHV8 dans ces formes-là. Et enfin, la dernière maladie, qui est la maladie de Castleman, qui est un syndrome de lymphoprolifération associé à une inflammation majeure, avec une fièvre très élevée et des signes généraux très élevés. Et là c'est plus ambigu
comme pour le burkitt. C'est-à-dire que chez les patients VIH, l'association de cette maladie est constante avec le HHV8, mais chez les patients qui ne sont pas VIH, il peut y avoir des syndromes de Castleman qui ne sont absolument pas associés. Donc là encore, la question de est-ce que c'est juste un cofacteur et quel est le rôle exact du HHV8 dans la maladie. Alors, donc, sur le plan de la pathogenèse, ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que le virus, il code pour des protéines qui sont transformantes, des protéines qui sont oncogènes. Et donc, en fait, il y a deux types de protéines, celles qui sont exprimées uniquement pendant la latence virale. Donc, celles-là ont en général un rôle dans l'immortalisation et dans la prolifération. Donc, on les voit dans tous les trois types de maladies, Kaposi, lymphome des séreuses et maladie de Castleman. Et puis, il y a des protéines qui sont uniquement exprimées au cours de la phase lytique et qui sont des protéines qui vont interagir avec les facteurs de croissance et l'angiogénèse, donc entraîner cette angiogénèse et cette prolifération et ces syndromes généraux. Et c'est ce qu'on voit dans la maladie de Castleman. Mais ce qu'on pense, c'est que le HHV8 ne suffirait pas, lui non plus, tout seul, à entraîner la maladie. Donc c'est la même ambiguïté qu'avec le BV, si vous voulez. Même s'il est présent dans tous les cas, ça ne suffirait pas, puisqu'il faut d'autres facteurs associés. Il faut une immunosuppression préalable, que ce soit VIH, transplantation. Et parfois, ça n'est pas ces types de déficits immunitaires, mais des déficits génétiques de l'immunité qui sont des révélateurs, justement, parce qu'on voit un Kaposi chez un enfant de 8 ans, par exemple, et à ce moment-là, on découvre le déficit génétique de l'immunité, qui tous ont un rôle dans les réponses lymphocytaires T, justement, les défenses de l'organisme contre l'infection. Voilà, donc encore un virus, si vous voulez, qui est découvert à l'occasion d'un cancer, enfin à l'occasion, au moment de l'exploration d'un cancer, on découvre qu'il est présent dans tous les cas, mais on n'a toujours pas compris exactement le rôle, probablement qui ne serait pas suffisant à lui tout seul, mais qui en corrélation avec d'autres déficits pourrait permettre d'entraîner ces cancers. Donc ça éclaire d'un jour, je trouve tout à fait intéressant, le rôle des virus dans l'oncogénèse. Je pense que vous avez eu un cours sur ça, virus et cancer, c'est un sujet d'importance. Voilà. Donc la même chose sur le plan du diagnostic. Retenez que la seule chose qu'on fasse essentiellement à l'heure actuelle, c'est de la PCR, détecter le génome viral. Donc c'est surtout en fait de la PCR quantitative sur le lymphocyte du sang circulant pour essayer de voir justement le suivi de la charge virale et voir s'il peut y avoir un seuil prédictif pour une maladie de Kaposi, par exemple chez un patient VIH, ou alors une PCR qualitative sur un tissu tumoral pour faire la preuve que l'infection est bien associée à cette maladie. Maintenant, comme pour le BV, en fait, c'est ensuite le rôle des anapathes d'aller regarder par immunohistochimie la présence des protéines de latence dans les tissus tumoraux pour faire la preuve de l'association avec le cancer. Et maintenant, les principes du traitement, c'est vraiment similaire à ce qu'on a vu pour le BV. La meilleure chose à faire, c'est restaurer l'immunité. Deuxième chose à faire, traitement antirétroviral chez les patients VIH. Ça va aussi permettre de restaurer leur immunité. Alors là, contrairement à ce qu'on a vu pour le BV, comme je vous ai dit, dans le Castleman en particulier, il y a quand même des formes qui sont liées à la réplication virale. Et donc, on sait que certains traitements sont actifs in vitro sur la réplication virale, en particulier les molécules qui sont utilisées contre le CMV, ganciclovir, foscarnet. Ils sont actifs in vitro. Ils ont été montrés dans quelques cas actifs in vivo, dans des formes associées à la réplication de HHV8, par exemple le Castleman. Mais c'est encore vraiment sujet à beaucoup de travaux, donc c'est discuté dans la littérature. Retenez-le pour plus tard éventuellement. Et autrement, même type de traitement, chimiothérapie, cytotoxique ou bien anti-CD20, comme pour le virus Epstein-Barr. Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur quelques points du cours sur les encéphalites ou tout vous a paru vraiment important ? À mon sens, vraiment la chose très importante dans le cours sur les encéphalites que je fais depuis très longtemps maintenant, parce que c'est même pas évident pour les internes en biologie, c'est qu'il y a quand même une très grande part des encéphalites post-infectieuses dans les encéphalites de façon générale, et qu'en fait, dans les encéphalites de nature post-infectieuse, comme on pense que ce sont essentiellement des mécanismes auto-inflammatoires qui sont en jeu, ça n'est pas la peine de s'escrimer à rechercher 50 000 pathogènes. Parce que vous savez peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, il y a un grand essor des techniques de multiplexage
qui permet de détecter 20 pathogènes, 25, 30, 50, etc., à partir de tous les liquides biologiques, et que ça a beaucoup, c'est très à la mode dans les liquides céphalorachidiens. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, vous vous rappelez peut-être les tableaux, enfin autrement, je peux vous les remontrer, mais vous vous rappelez peut-être les tableaux qu'on vous a montrés. Pour les méningites, les causes à rechercher en Europe en particulier, c'est pendant les périodes épidémiques, les entérovirus, ensuite chez des adultes ou des enfants, enfin les adultes surtout, herpès 2, dans les ménages, dans les associations aux herpès génitaux. Rappelez-vous ça, que c'est une cause qui est souvent méconnue. Donc n'hésitez pas à interroger un patient sur l'existence d'une éruption génitale, même quand il a une méningite. D'accord ? Troisième chose, pensez au VZV. OK ? N'oubliez pas ça. L'histoire de la petite éruption, je viens d'avoir une demande d'analyse qui était paralysie faciale, éruption au niveau de l'oreille et méningite. Ça vous fait penser à quoi ? Zona du conduit auditif, d'accord ? Ok, donc pensez toujours aux zonas, et même s'il n'y a pas de paralysie faciale, pensez quand même toujours aux zonas. Rappelez-vous que les méningites peuvent précéder les éruptions vésiculeuses et que parfois elles existent sans aucune éruption. Ça n'empêche pas de retrouver ces virus-là. En plus, herpès 2 VZV, c'est curable. Donc comme ça, une fois que vous avez fait ça, vous avez presque tout fait. Entéro, herpès VZ. Ensuite, qu'est-ce que vous irez chercher ? Est-ce que vous vous rappelez ? Au rayon, donc regardez le carnet de vaccination. Ensuite, sujet jeune, facteur de risque, MST, VIH quand même. La méningite peut être une forme de primo-invasion, même si c'est rare. Et ensuite, il y a des causes qui sont vraiment assez rares, mais qu'on peut revoir maintenant à cause des rats. Vous vous rappelez ? Chorioméningite lymphocytaire. Les gens qui sont dans des situations précaires ou les sujets qui sont exposés en fait aux rats, les égoutiers, les forestiers, etc., sont des virus qui sont excrétés. Les animaux ne sont pas malades, ils excrètent en permanence le virus et ça donne des méningites, des syndromes grippaux et des méningites. Chorioméningite lymphocytaire. Donc on voit, en gros, avec ces 5-là, vous avez presque tous fait. Maintenant, dans les encéphalites, rappelez-vous vraiment une chose. Si on vous embête avec les histoires des encéphalites, c'est pas compliqué. En France, en tout cas, il y a 2 causes à rechercher. Il n'y a même pas 3 causes. C'est herpès 1, VZV. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. C'est curable. En plus, c'est quasiment médico-légal, quoi. Après ça, franchement, vous ne trouverez pas grand-chose. Vous ne trouverez pas grand-chose. Dans les causes en France, d'encéphalite directe après une primo-infection, il n'y a pas grand-chose. Dans d'autres pays, ça pourrait être les arbovirus ou la rage. OK ? Donc vous vous rappelez ça. Les entérovirus, on en parle beaucoup. C'est beaucoup écrit dans la littérature, mais en pratique, on voit très peu d'encéphalite à entérovirus. Très, très peu, surtout en période actuelle. Maintenant, il y a tout ce qui est le spectre des encéphalites post-infectieuses. Et je pense que je vous avais laissé un grand tableau pour vous montrer comment on fait le diagnostic des primitives et des post-infectieuses. C'est ça que vous devez retenir. D'accord ? Dans les primitives, c'est-à-dire en fait dans les encéphalites, au cours d'une primo-infection, ce sont des virus qui rentrent dans le système nerveux. Ils rentrent dans le système nerveux, vous pouvez les trouver dans le liquide céphalorachidien. Okay ? Dans une encéphalite post-infectieuse, post-grippale, post-rougeoleuse. Vous avez entendu parler de la rougeole en ce moment. Vous savez qu'il y a des encéphalites à la rougeole. Vous avez vu ça pendant le cours sur la rougeole ou pas ? Les encéphalites de la rougeole, c'est 1 cas pour 1000. Quand on vous dit 1 cas pour 1000, ça vous fait penser à quoi ? Moi, je dirais, comme ça, intuitivement, susceptibilité génétique particulière quand même. Il doit y avoir quelque chose. Quand ça tombe d'une façon tellement classique, fréquente comme ça. Donc il y a 1 cas sur 1000 de rougeole qui fait une encéphalite. Et quand on regarde, à l'époque, les gens mouraient de ces encéphalites à la rougeole, donc on faisait des autopsies, on regardait dans le cerveau, on ne trouve pas le virus dans le cerveau. D'accord ? Il n'est pas là. En revanche, il y a une énorme inflammation. D'accord ? Retenez ça. Donc en gros, si vous avez une encéphalite rougeoleuse, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de l'encéphalite rougeoleuse ? Comment ? Sérologie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher du génome viral dans le LCR, vous n'en trouverez même pas. Et en gros, si vous voulez, c'est un peu la même chose pour beaucoup d'autres encéphalites post-infectieuses, dans lesquelles c'est inutile d'aller chercher du virus, du génome dans le LCR, on n'en trouve pas. Donc ce qu'il y a de plus intelligent à faire, c'est d'aller trouver où est rentré le virus qui peut être causal. Par exemple, si c'est une encéphalite post-grippale, si vous faites le diagnostic de grippe, vous avez un argument très fort pour penser qu'effectivement l'encéphalite est post-grippale. Okay ? Ce n'est pas un argument 100%, mais c'est un argument très fort de présomption. Vous comprenez la différence entre le diagnostic de certitude et de présomption ? Certitude, c'est vous avez de l'herpès dans le cerveau, vous trouvez l'herpès, le génome dans le LCR, certitude 100%.
vous avez une rougeole et vous avez une encéphalite post-rougeoleuse, vous ne trouvez pas le génome viral, mais vous pouvez parier, comme c'est tellement décrit, tellement connu, que l'encéphalite, elle est post-rougeoleuse inflammatoire. Okay, et donc c'est pareil pour beaucoup d'autres encéphalites. Donc dans ces formes-là, ce n'est pas la peine de s'escrimer, mais en revanche, il faut s'escrimer à trouver le virus qui est rentré dans l'organisme, soit en faisant une sérologie, soit en cherchant le virus partout où il peut être rentré. La grippe, par exemple, voilà, dans les voies respiratoires. Okay, voilà, donc ça c'est une notion importante parce qu'en fait, on pousse beaucoup maintenant à rechercher des multiples virus qui sont en fait jamais causaux dans ces encéphalites. Et donc il faut savoir un petit peu, comme on dit, raison garder. Voilà.